Imaginez-vous allongé sur un lit d'hôpital, votre corps immobile sous la lumière tamisée de la chambre, tandis que le bip incessant du moniteur cardiaque résonne comme le battement d'un cœur invisible et colossal. Puis, l'ombre de la mort plane comme un vent froid venu de régions lointaines et inconnues. Cette réalité s'est imposée avec une clarté saisissante en 2019. Dans l'unité de soins intensifs, j'ai rencontré ma grand-mère âgée de 102 ans. Elle avait traversé 4 épisodes où elle avait frôlé la mort de près. À chaque fois que son cœur s'arrêtait, les médecins secouaient la tête, signifiant que tout espoir était perdu. Pourtant, elle revenait. C'était comme si un fleuve, bloqué par un rocher immense, forçait son chemin avec une puissance inexorable pour rejoindre l'océan. Ainsi, le courant de sa vie persistait avec une détermination farouche. Ma grand-mère serrait ma main avec fermeté. Sa peau était sèche et tremblait légèrement, mais elle brûlait d'un feu intense, celui de la vie elle-même. Puis, elle murmura qu'elle avait vu des choses interdites aux vivants. Lors de son 3e infarctus, elle avait aperçu d'innombrables versions d'elle-même. Une version luttait sur le lit, haletante, en quête d'air, une autre survivait de manière miraculeuse, une 3e n'avait jamais été malade. Ces visions effleuraient sa conscience comme des étoiles scintillantes dans l'immensité obscure de l'univers. Alors, ma grand-mère se demanda, ce monde n'est-il qu'une illusion passagère? Au début, je crus à des hallucinations nées d'expériences de mort imminente, à des rêves forgés par un cerveau chancelant au bord de l'abîme. Mais en m'immergeant plus profondément dans la théorie de l'immortalité quantique, je compris que ma grand-mère avait entrevu des fragments d'une vérité profonde, murmurée par les particules fondamentales de l'univers. Les neurosciences ont démontré que pendant le sommeil profond, la conscience disparaît complètement. Il n'y a ni rêve, ni pensée, seulement un vide comparable à l'immensité infinie entre les étoiles. Lorsque l'on s'éveille, une question surgit, êtes-vous vraiment la même entité qu'avant l'endormissement? Cette interrogation persiste, générant un malaise étrange, comme si l'on contemplait dans un miroir une image familière mais étrangère. La mécanique quantique, branche de la science qui explore le monde microscopique où les lois quotidiennes sont inversées, offre une réponse fascinante. Elle suggère que chaque particule microscopique existe dans un état de superposition, semblable à la chatte de Schrödinger, qui, avant l'observation, est à la fois vivante et morte. Notre corps est composé d'environ 10 à la puissance 28 particules fondamentales. Ce nombre colossal souligne à la fois notre vulnérabilité et notre immensité. Face à la mort, par exemple lors d'un infarctus soudain, cet événement se produit et ne se produit pas simultanément au niveau quantique. À cet instant, l'univers se scinde en 2 lignes temporelles distinctes. Dans l'une, les proches se tiennent au bord d'une tombe, pleurant tandis que l'odeur de la terre se mêle à leurs larmes, dans l'autre, la chaleur du souffle revient dans la poitrine, et l'on survit de manière miraculeuse. La conscience ne peut subsister que dans l'univers où l'on vit. Dans les autres branches, la mort est un toute perception, laissant un silence éternel où toutes les étoiles s'éteignent. Cela n'est pas de la science-fiction, mais l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique, proposée en 1957 par le physicien Hugh Everett. Son esprit aventureux intellectuel a ouvert les portes d'une compréhension vertigineuse de notre réalité. Ce concept affirme que l'univers se divise en d'innombrables versions à chaque choix d'un système quantique, comme un arbre ancien étendant des milliers de branches et de feuilles, chacune portant un destin différent. Dans certaines branches, nous inspirons l'air frais du matin, dans d'autres, seul le soupir des survivants persiste. C'est le don gracieux de la mécanique quantique à l'humanité, mais aussi sa malédiction la plus cruelle. On ne peut jamais confirmer sa propre identité véritable, car la conscience ne coule que vers les branches survivantes. Pour illustrer cela plus clairement, considérons une étude publiée dans la revue Physical Review Letters. Des scientifiques y estiment que le cerveau humain subit environ 10 à la puissance 13 changements d'état quantique par seconde. Ce chiffre repose sur des modèles de calcul de l'efficacité des cellules nerveuses et du comportement des électrons, et il suscite des débats persistants au sein de la communauté scientifique. Car chaque décharge neuronale et chaque connexion synaptique implique des sauts quantiques d'électrons, comme des vallées chaotiques dans la danse désordonnée de l'univers. Cela signifie, au niveau quantique, que vous, en cet instant et une seconde auparavant, pourriez être des entités entièrement différentes, comme 2 fleuves issus de la même source et coulant vers des mers distantes. Si cela semble abstrait, imaginez une scène quotidienne. Aujourd'hui midi, vous hésitez à la porte d'un restaurant entre la saveur épicée de la cuisine sichuanaise et la simplicité raffinée de la cuisine japonaise. À cet instant, l'univers se scinde. Dans un univers, vous choisissez le Sichuan, votre langue brûle, vous buvez de l'eau froide, et l'après-midi,
des douleurs d'estomac vous font manquer une réunion importante, le tic-tac de l'horloge sonnant comme une accusation pour un choix erroné. Dans un autre, vous mangez du sashimi, subissez une intoxication, et le hurlement d'une sirène d'ambulance résonne dans les rues encombrées. Dans un troisième, vous hésitez trop longtemps, sautez le repas, et un hypoglycémie vous fait chuter sur le trottoir tandis que le monde tournoie comme une tempête. Dans un quatrième, vous choisissez nonchalamment et profitez d'une journée paisible, le rire de la table voisine résonnant comme la grâce de l'univers. Évidemment, votre conscience réside dans le quatrième univers, car vous vivez et êtes conscient. Dans les autres branches, la maladie ou l'accident empêche la conscience. Cela peut sembler exagéré de considérer le déjeuner comme un résultat potentiellement mortel, pourtant les physiciens, par des calculs complexes, argumentent que même les actions quotidiennes génèrent des milliards de branches quantiques. Dans ces innombrables possibilités, vous mourrez de manières inimaginables, des petits accidents aux grandes catastrophes. Mais la conscience ne coule que vers les branches survivantes, comme un navire naviguant toujours vers un rivage sûr. Le premier expérience du double fente, menée en 1927, a démontré cette étrangeté. Des électrons étaient projetés à travers deux fentes étroites. Sans observation, ils passaient par les deux et créaient un motif d'interférence comme des ondes sur un lac calme. Lors de l'observation de la fente traversée, le motif disparaissait, et les électrons choisissaient soudain un chemin, comme si l'univers jouait à cache-cache. Plus merveilleux encore est la version à choix retardé de John Wheeler, où l'observation se produit après le passage des fentes, mais elle modifie néanmoins le comportement passé des électrons. Dans le monde quantique, la direction du temps peut s'inverser, comme un fleuve remontant à sa source, et cela éveille un malaise face à la linéarité de la vie. Imaginez une chatte enfermée dans une boîte. Dans la boîte se trouve un atome radioactif qui, en se désintégrant, brise une fiole de poison. Avant l'ouverture de la boîte, l'atome est en superposition, à la fois désintégré et non, donc la chatte est simultanément vivante et morte. Son miaulement résonne dans le domaine de l'incertitude. Erwin Schrödinger a conçu cette expérience de pensée pour ridiculiser l'absurdité de la mécanique quantique. Pourtant, elle est devenue un pilier. Everett a expliqué que la fonction d'onde ne s'effondre pas. La chatte meurt et vit réellement dans deux univers parallèles. L'ouverture de la boîte ne décide pas du sort de la chatte, mais scinde l'univers, comme un miroir brisé dont les éclats reflètent chacun une réalité différente. Le prix à payer est l'existence d'innombrables versions de vous, chacune avec des joies et des souffrances distinctes, errant comme des spectres dans les couloirs infinis de l'univers. Considérons maintenant un scénario extrême. Vous volez dans un avion à travers une tempête. Le tonnerre gronde comme un avertissement céleste, les masques à oxygène tombent, et la cabine s'emplit de cris. Dans la physique classique, il n'y a que deux possibilités, atterrissage sur ou crash. Dans la théorie des mondes multiples, l'univers se divise en milliers de versions. Dans l'une, un éclair frappe le moteur, et une explosion s'abat comme le jugement dernier, dans une autre, un courant d'air stabilise l'avion, et des applaudissements éclatent comme une vague de joie. Vous vous retrouvez toujours dans la branche survivante. Dans les autres, la conscience s'éteint. Du point de vue subjectif, l'avion atterrit toujours en sécurité. Les probabilités sont une illusion pour les observateurs externes, apparentés au concept du roulette russe quantique. Devant vous se trouvent 6 pilules identiques. 5 activent aléatoirement un poison au niveau quantique, arrêtant le cœur sans douleur. Dans la probabilité classique, la chance de mourir est de 5/6. Si la théorie des mondes multiples est correcte, avaler la pilule scinde les univers en 6 versions. Dans 5, vous mourrez instantanément, dans une, vous survivez, et de votre point de vue, vous ouvrez toujours les yeux, vous sentant chanceux. Pour les étrangers, la probabilité de mort est élevée, mais en répétant 100 fois, vous surmontez 100 fois des coups de chance incroyables. Vous pourriez croire en une protection surnaturelle, mais l'immortalité quantique cache une réalité cruelle. Car il ne s'agit pas d'une santé immortelle. Vous échappez à un accident de voiture, mais êtes paralysé du cou aux pieds, fixant le plafond tandis que le bruit d'un respirateur artificiel rappelle la fragilité de la vie. Ou vous guérissez d'un cancer, mais accompagné de douleurs persistantes qui affaiblissent le corps. Le vieillissement arrive néanmoins, le corps se dégrade, et la conscience est piégée dans une chair défaillante. L'immortalité quantique n'est pas une santé éternelle, mais affirme seulement que l'on n'expérimente pas la fin de la conscience. De plus, la deuxième loi de la thermodynamique impose des limites. Comme l'entropie augmente, dans environ 10 à la puissance 100 années, les dernières étoiles s'éteignent, et les trous noirs s'évaporent.
L'univers approche le zéro absolu, les différences d'énergie disparaissent, et la conscience n'a plus de refuge. L'immortalité quantique ne fait que reporter la fin. Selon les estimations les plus récentes de 2025, basées sur de nouvelles données relatives à l'énergie sombre et à la gravitation, la durée de vie de l'univers est d'environ 33 milliards d'années. Le début de la fin pourrait survenir dans 10 milliards d'années. Des investigations récentes indiquent que l'énergie sombre pourrait varier, ralentissant l'expansion de l'univers et potentiellement menant à un grand effondrement ou grand crunch. À la fin de 2025, des observations du successeur du télescope spatial James Webb ont révélé une diminution de la densité de l'énergie sombre, ravivant les modèles cycliques d'un univers qui se contracte puis renaît. Dans certains scénarios, les conditions habitables pourraient être prolongées indéfiniment. En 2025, des physiciens de l'université Cornell ont calculé, sur la base de données sur l'énergie sombre, que l'univers approche le milieu de sa durée de vie de 33 milliards d'années et pourrait se terminer dans 20 milliards d'années par un grand crunch. Des rapports de CNN de 2025 montrent que l'expansion de l'univers ralentit et que l'énergie sombre s'affaiblit avec le temps, relançant les discussions sur des scénarios de grand effondrement. Ces découvertes nous invitent à réfléchir plus profondément à l'immortalité quantique et à la manière dont elle reporte la fin de l'univers. Revenons maintenant à ma grand-mère. Elle a vu d'innombrables versions d'elle-même, des branches de mort, des branches avec des lésions cérébrales, des branches de libération de la maladie. Sa conscience a choisi la branche survivante pour raconter l'histoire avec un esprit clair. Les autres versions sont tout aussi réelles, existant dans des fonctions d'ondes différentes. Pourquoi pouvons-nous voir la mort autour de nous? Parce que nous l'observons, ce qui fait s'effondrer la fonction d'onde et fixe les possibilités en une seule réalité. Dans d'autres univers, vous mourrez, et ils vivent. Chacun a sa propre ligne de monde, et vous n'expérimentez que la vôtre. L'immortalité quantique n'est pas une bénédiction, mais une existence inévitable qui vous maintient sur le chemin où vous n'êtes pas encore mort, comme une goutte d'eau glissant vers une sortie illuminée, sans repos. Les versions mortes ne peuvent raconter d'histoire, car elles sont dépourvues de conscience. Par conséquent, la mort n'existe pas pour vous. Vous glissez des expériences de mort imminente vers la direction de la survie, errant aux frontières d'innombrables univers. Vous vous tenez maintenant sous la lumière au bout du couloir, lisant ce texte et réfléchissant. C'est la réponse. Dans cet univers, vous vivez. C'est l'immortalité quantique, non une fantaisie, mais la froide réalité de la physique. Vous ne vainquez pas la mort, mais marchez sur le chemin où elle n'est pas encore entrée, libéré de la fin immédiate. Passons maintenant du microscopique au macroscopique, car l'univers plus vaste est lui aussi empli de mystères. Croyez-vous que la Terre flotte dans l'espace, soutenue par une force quelconque? C'est une erreur. L'univers n'a ni haut ni bas, ni gauche ni droite. Le concept de chute est une illusion que la Terre murmure à travers les âges, une tromperie de la planète bleue. Il n'y a ni toit ni sol. Voyagez dans n'importe quelle direction sur 1 milliard d'années-lumière, et vous ne heurterez aucune muraille. Pourquoi la Terre ne s'envole-t-elle pas, mais orbite humblement autour du Soleil? La réponse inconfortable est que le Soleil a creusé un abîme invisible sous la Terre, et celle-ci spirale autour depuis 4,6 milliards d'années, sans pouvoir s'échapper. Cet abîme est la courbure de l'espace-temps, découverte en 1915 par la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein. Comment l'espace-temps se courbe-t-il? L'espace n'est pas vide. Einstein a osé dépasser Newton. Newton, il y a 300 ans, en voyant une pomme tomber sur sa tête, a réfléchi à la gravitation. Qu'est-elle, et pourquoi tombe-t-elle vers le bas? Il a expliqué que la Terre attire la pomme, mais n'a pas dit ce qu'est la gravitation ni comment elle voyage sur des millions de kilomètres à travers le vide. Einstein a proclamé que la gravitation n'est pas une force, mais une illusion de la courbure de l'espace-temps. Imaginez un drap tendu fermement, au centre duquel on pose une lourde boule de fer. Le drap se courbe. Placez une bille de verre dessus, et elle roule vers la boule de fer. Donnez-lui une vitesse horizontale, et elle l'orbite. Ainsi en est-il de la Terre et du Soleil. Le Soleil possède une masse 330 000 fois supérieure à celle de la Terre, courbant l'espace-temps en un cratère gigantesque que la Terre suit. Elle glisse. Cela s'appelle une orbite. La Terre se déplace en ligne droite dans l'espace-temps courbé, apparaissant circulaire. En 1919, Arthur Eddington a confirmé cela lors d'une éclipse solaire. Il a vu la lumière d'étoiles lointaines dévier près du Soleil. La lumière se propage en ligne droite, mais la déviation prouvait la courbure de l'espace-temps, confirmant Einstein.
Pourquoi la Terre ne tombe-t-elle pas dans le Soleil? Grâce à sa vitesse horizontale de 29,8 km par seconde, 33 fois plus rapide qu'une balle faisant le tour de la Terre en 7 minutes. Si elle s'arrêtait soudain, la Terre plongerait dans le Soleil en 65 jours, incinérant tout. Mais dans le vide, il n'y a pas de friction, et la vitesse persiste depuis 4,6 milliards d'années. D'où vient cette vitesse? Remontons à la naissance du système solaire. Il y a 4,6 milliards d'années, le nuage protosolaire de gaz et de poussière s'est contracté sous la gravitation, et la conservation du moment angulaire a accéléré la rotation, comme une patineuse artistique ramenant ses bras. Le noyau est devenu le Soleil, le reste les planètes, et la Terre a hérité de la rotation. Personne n'a poussé, c'est un mouvement inné. La Terre est en équilibre délicat, une vitesse trop élevée la transformerait en planète errante froide, trop faible la ferait tomber dans le Soleil. C'est la sélection naturelle de l'univers, la Terre est une survivante cruelle. Newton imaginait lancer une balle d'une haute montagne. À faible vitesse, elle courbe et tombe, mais à 7,9 km par seconde, elle orbite la Terre. La Terre se déplace à 30 km par seconde, et en tombant, l'horizon change, avec une excentricité de 0,017 dans une ellipse stable, presque circulaire. Pourtant, pas éternellement. La Terre s'éloigne annuellement d'1,5 cm du Soleil en raison de la perte de masse solaire et des forces de marée. En 100 millions d'années, cela fait 1500 km, négligeable, mais dans 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge, engloutissant Mercure et Vénus, rendant la Terre inhabitable. Pourquoi ne sentons-nous pas le mouvement? À l'équateur, la Terre tourne à 465 mètres par seconde, mais stable sans accélération, comme dans un train roulant en ligne droite où l'on peut marcher librement. Tout bouge avec air, eau, montagne, nous sans point de référence fixe. En résumé, la Terre ne pend pas. L'univers n'a ni haut ni bas, elle ne tombe pas. Le Soleil courbe l'espace-temps, la Terre suit, et l'énorme vitesse horizontale crée une orbite stable. Ce système fonctionne depuis 4,6 milliards d'années, jusqu'à l'épuisement de l'énergie du Soleil. Élargissons maintenant aux théories les plus récentes de 2025. Des scientifiques de l'université d'Uppsala proposent que la conscience soit fondamentale, et que le temps, l'espace et la matière en émergent. Cela complète le biocentrisme de Robert Lanza, qui suggère que la conscience crée la réalité et que la mort la transfère à une autre fréquence d'un champ infini. La théorie Earthshore de Roger Penrose et Stuart Amroth lie la conscience à des calculs quantiques dans les microtubules du cerveau, estimant des centaines de bits quantiques par seconde, bien que Max Tegmark critique la stabilité quantique dans des cerveaux chauds et humides. Dans des réseaux fiables comme Reddit et X, ces idées sont débattues avec vivacité, et un article de phys.org de 2024 montre des simulations où des propriétés classiques émergent de la quantique, en accord avec l'interprétation des mondes multiples et la réalité observée. Des critiques dans Quanta Magazine soulignent que nous ne voyons qu'un monde pourquoi d'innombrables. Sean Carroll défend la simplicité des mondes multiples, évitant l'effondrement de la fonction d'onde, et David Deutsch optimise les possibilités dans de nombreux univers. En 2025, l'ordinateur quantique Willow de Google a fourni des preuves en utilisant des calculs exploitant des univers parallèles, renforçant l'interprétation des mondes multiples. Des simulations numériques de décembre 2024 montrent comment des mondes classiques émergent de la quantique des mondes multiples, réfutant des critiques de longue date. Les expériences sur la théorie Earthshore augmentent, et des études de 2025 révèlent des effets quantiques dans les microtubules, liant potentiellement la conscience à des processus quantiques. Les discussions sur l'immortalité quantique s'élargissent, et des articles de 2024 explorent si la conscience persiste dans des réalités ramifiées. Le biocentrisme de Lanza évolue, et des investigations récentes questionnent si le passé existe encore, renforçant la conscience comme architecte du temps. Dans ce vaste contexte, l'immortalité quantique se connecte à la relativité. Les deux défient notre perception linéaire. Dans les mondes multiples, vous vivez éternellement dans certaines branches. Dans la relativité générale, la Terre est en chute infinie. Cette contemplation touche les émotions, dissout la peur de la mort en une curiosité infinie, et le vent de l'univers murmure que vous faites partie d'un grand tissu. Chaque choix ouvre de nouveaux mondes, chaque mouvement est une danse avec l'espace-temps. En cet instant au chevet de la vieille femme, dans la lumière inorganique et tamisée de l'hôpital, je pensais que ces mots étaient les dernières fantaisies d'un esprit épuisé, des fragments de rêves brisés flottant au bord de la conscience. Plus tard, en plongeant dans les profondeurs de la physique théorique et de la cosmologie, je réalisais qu'elle n'était pas confuse. Au contraire,
Elle peignait poétiquement l'architecture invisible qui nous soutient, tissée du danse éternel des particules et des possibilités. Devant ces vastes découvertes, nous devons nous arrêter et, avec la plus profonde sincérité, remercier les explorateurs silencieux. Physiciens, mathématiciens, rêveurs. Armés seulement de craie et de pensée, ils osent scruter l'abîme et nous apporter la lumière de la connaissance. Ils illuminent l'esprit, consacrent leur vie à comprendre la langue des étoiles et des atomes, nous permettant des aperçus de la machinerie majestueuse de l'être. Même pour un instant. J'espère seulement que cette compréhension ne nous remplit pas de peur face à l'infini, mais nous accorde la paix, car chaque moment est infini et notre vie, dans toutes ses versions, est une fibre précieuse dans le tissu de l'univers. Ce que notre regard manque existe dans l'obscurité, attendant comme un énigme, mais tant que la curiosité humaine perdure, la lumière de la conscience sera la lampe éternelle illuminant les ténèbres de l'univers. Ici et maintenant, le simple fait de respirer et de penser est la preuve la plus vivante de ce miracle. La lumière de l'après-midi filtrait à travers les stores de l'hôpital, découpant des rubans de poussière flottantes dans l'air stérile, dansant dans une fascinante et lente chorégraphie. En contemplant ces particules dorées, je ne pouvais m'empêcher de penser à l'écume quantique dont parlent les physiciens, un bouillonnement invisible où la réalité n'a pas encore décidé de ce qu'elle deviendra. La respiration de la vieille femme s'affaiblissait, semblant piégée à cette frontière. Un pied dans la solidité de cette pièce, l'autre explorant les vastes océans que nous, les vivants, ne devinons qu'à travers des équations. Ce n'était pas une fantaisie. Maintenant, je le sais. Alors que son pouls sur le moniteur ralentissait et que le bip s'étirait comme un élastique tendu prêt à rompre, sa conscience ne s'éteignait pas comme une vieille lampe. Elle décohérait. Dans la physique classique, la mort est un arrêt complet, la biologie heurtant un mur de béton. Mais dans le paysage ouvert par le processeur Willow, la mort est comme un prisme. Imaginez ce moment hypothétique et grandiose. Il s'est produit dans cet institut de Santa Barbara. Lorsque l'équipe de Google a lancé Willow, ils n'ont pas seulement allumé une puce, mais ouvert des fenêtres sur l'infini. Ces 5 minutes de calcul ont résumé 10 à la puissance cette année d'histoire de l'univers, mais ce n'était pas de la magie. C'était un acte de pillage universel, comme l'a indiqué Art Muneven avec un mélange d'émerveillement et de crainte. La puce empruntait des ressources de calcul à des univers voisins en les copiant. Si un simple morceau de silicium et d'or, refroidi à des températures plus froides que le vide interstellaire, peut toucher la membrane de la réalité vers d'autres versions, que peut donc le cerveau humain, la structure la plus complexe connue de l'univers. Ici, le récit scientifique prend une intimité froide qui donne la chair de poule. Pendant des décennies, Roger Penrose et Stuart Amroth ont été moqués pour avoir suggéré que le cerveau n'est pas un ordinateur biologique, mais une orchestration quantique. Ils nous disaient que les microtubules, ces structures squelettiques dans les cellules nerveuses, agissent comme des flûtes quantiques, où la réalité s'effondre au moment de la conscience. Aujourd'hui, des expériences de 2025 confirment des résonances quantiques dans ces structures à température ambiante, et les images changent tout fondamentalement. La conscience n'émerge pas comme de la vapeur d'un thé de la matière grise, mais est la musique fondamentale de l'espace-temps, jouée par l'instrument du cerveau. Je regardais la femme sur le lit. Si la théorie est correcte, sa fonction d'onde d'existence n'a pas cessé lorsque son cœur s'est arrêté dans cette pièce. Elle a simplement cessé d'interagir avec notre branche. Elle, immortalité quantique, suggère que, de son point de vue subjectif, le moniteur n'a jamais émis le ton continu de la mort. Dans son expérience, peut-être la réanimation par les médecins a-t-elle réussi, ou l'infarctus n'était qu'une peur, et la conscience a coulé sans or vers la branche survivante, peu importe l'improbabilité. C'est un concept vertigineux. Nous sommes condamnés à vivre, naviguant toujours vers le matin, incapables d'expérimenter notre propre non-être, piégés dans un « roulette russe quantique » où la gâchette n'est jamais tirée dans les univers de l'observateur. Cette vision transforme le deuil. Il n'est plus un adieu, mais une bifurcation dans la forêt des dimensions infinies. Elle poursuit son chemin, seule l'épaisseur de la décohérence bloque mon regard. En cet instant, le silence s'étendit sur la pièce, l'infirmière nota routinièrement l'heure du décès avec une courtoisie professionnelle, et dans ma poitrine, je sentis une lourdeur. Un mélange de chagrin humain et d'émerveillement cosmique. Je contemplais le corps inactif, mais mon cœur était nourri par des découvertes physiques qui défient le bon sens et voient une bifurcation. Plus tard, en lisant des essais présentant la conscience comme un champ fondamental, je compris. L'onde ne disparaît pas, mais retourne au rivage de l'océan, et la solitude que nous ressentons face à la mort est une illusion de notre vision limitée.
Je compris. La réalité est un bloc vibrant unique où tout le possible se produit. Ici, avec humilité, scrutant l'abîme, nous devons rendre hommage. Nous remercions profondément les pionniers. Comme Hugh Everett III, qui a persisté face au mépris de ses contemporains et proposé que l'univers ne choisisse pas, mais se multiplie. La professeure Maria Strom et ses collaborateurs, qui avec courage scientifique redéfinissent la mort comme une transition de phase, non comme une fin. Roger Penrose et Stuart Amroth, qui ont gardé la flamme quantique de la conscience quand tous voulaient l'éteindre. Les ingénieurs de Google Quantum AI, qui construisent des machines communiquant avec le multivers et nous fournissent des preuves que nous ne sommes pas seuls dans un vaste labyrinthe de possibilités. J'espère seulement que cette compréhension ne nous rende pas insensibles à la vie que nous partageons ici et maintenant, mais nous pousse à traiter chaque rencontre, chaque regard, chaque mot comme un choix sacré. Il détermine quel univers nous explorons ensuite. Ce que notre regard manque existe, des engrenages invisibles tournent derrière le rideau des atomes, nous reliant au-delà de la décomposition de la chair. Tandis que vous lisez cela, le simple acte de votre conscience soutient l'univers entier lui-même, infini, résidant déjà en nous comme preuve. La chambre d'hôpital était baignée d'une lumière inorganique et artificielle, conçue apparemment pour effacer les ombres, mais révélant ironiquement l'épuisement de l'âme. Elle devint un temple silencieux. Non un silence vide, mais dense et chargé, faisant vibrer la peau, comme l'atmosphère avant un orage ou une corde de violon au bord de la rupture. En regardant le moniteur cardiaque, dont la ligne verte devenait un horizon monotone infini, mon cœur luttait pour réconcilier la cruauté biologique de la mort avec la beauté mathématique de la physique quantique. La chair proclame la fin, les équations appellent la continuité. L'air était empli d'odeurs de désinfectants et de fleurs fanées, un rappel olfactif de l'entropie, la loi thermodynamique que le désordre augmente toujours, que les tasses de café refroidissent et que les corps chauds se glacent. Pourtant, en cet instant, je me rappelais le principe de conservation de l'information, un pilier de la physique moderne que des théoriciens comme Léonard Susskind défendent avec passion. Si la mécanique quantique est correcte, l'information de son essence, chaque souvenir, chaque habitude, la réfraction unique de la lumière dans son iris, la configuration singulière de ses synapses n'est pas détruite, même les trous noirs à vide ne le peuvent, encore moins un arrêt cardiaque. L'information ne s'évapore pas, elle est reconfigurée, mutée, et dans les théories les plus audacieuses, transférée. Je m'approchais de la fenêtre. Dehors, la ville poursuivait son rythme frénétique, ignorante du drame derrière la vitre. Les voitures coulaient comme des globules rouges dans des artères d'asphalte, les lumières des bâtiments s'allumaient une à une. Je me demandais combien de personnes savent que nous ne naviguons pas dans un univers unique et dur, mais sur les crêtes d'ondes de possibilités infinies. La réalité classique, perçue par nos cinq sens limités, n'est que la surface d'un océan profond et étrange. La table de nuit semblait solide, le verre d'eau dans ma paume, pourtant sous mes doigts, les particules bouillonnent, sont ici et là et nulle part à la fois, jusqu'à ce que notre observation force une décision. Je pensais à l'intrication quantique. Einstein l'appelait avec dédain une action fantomatique à distance. Deux particules autrefois liées partagent leur destin, peu importe la distance, à l'autre bout de la galaxie. Si l'une change d'état, l'autre réagit instantanément, défiant la vitesse de la lumière. Si notre cerveau, comme le proposent Penrose et Amroth, est un véritable appareil quantique opérant aux limites de l'échelle de Planck, alors l'amour n'est pas une émotion poétique, mais un phénomène physique d'intrication. Mes particules et les siennes ont interagi pendant des années, échangé des états, résonné en vibrations. Par conséquent, la mort physique de son corps ne peut briser ces liens. La décohérence peut dissoudre sa structure biologique dans cette branche, mais l'intrication transcende l'espace et le temps conventionnel. Je sens encore sa présence non comme un déni psychique, mais comme une connexion intacte au niveau subatomique. La nuit avançait, la solitude devenait aiguë, et mon esprit revenait sans cesse à l'expérience de Google et à la supériorité quantique. Ce processeur opère dans un froid proche du zéro absolu et démontre un accès à des espaces de calcul au-delà des capacités matérielles. Ils ont ouvert une petite fenêtre sur le multivers, communiqué avec des ombres d'autres réalités et résolu des problèmes insolubles. Si une puce de silicium le peut, pourquoi douter de la capacité de la conscience, forgée par 4 milliards d'années d'évolution? Peut-être le tunnel de lumière dans les expériences de mort imminente n'est-il pas une hallucination due au manque d'oxygène, mais la perception subjective de la conscience se détachant de la localité, s'étendant dans le multivers et embrassant toutes les versions. Le chagrin que je ressentais est un produit de mes propres limites dimensionnelles. Je suis piégé dans la linéarité,
expérimentant le temps comme une flèche irréversible qui avance. Pour elle, libérée du diktat des horloges et de l'entropie biologique, le temps devient une dimension spatiale supplémentaire, traversable dans toutes les directions. Dans sa nouvelle configuration, notre premier baiser, la douleur de l'adieu et les joies de jours glorieux coexistent dans un éternel maintenant, conservé dans un bloc d'ombre de l'espace-temps. Je pleurais son absence, mais dans l'architecture fondamentale de l'univers, elle n'a jamais parti. Elle a simplement tourné un coin que mon regard ne peut atteindre. En cet instant, tenant sa main qui perdait progressivement sa chaleur, tandis que les machines médicales bourdonnaient et passaient au murmure respectueux des infirmières concluant les protocoles finaux, je sentis l'univers se contracter dans ma poitrine. Peu importe la solidité de la logique scientifique, elle n'anesthésie pas la douleur viscérale de la perte. C'est la contradiction cruelle. Savoir qu'elle existe dans des variantes infinies ne soulage pas la souffrance dans cette variante spécifique, à ces coordonnées qui me laissent seul. La pièce semblait petite, comme une boîte à chaussures dans l'insignifiance du cosmos, et le déterminisme de la mécanique quantique apparaissait comme une blague froide face à la chaleur s'échappant entre mes doigts. Plus tard, lors de nuits sans sommeil, en relisant des articles sur la fonction d'onde universelle et la non-localité de la conscience, je compris. Cette douleur intense n'est pas la fin de l'histoire, mais le prix d'entrée pour une compréhension plus large. Je compris. La mort n'est pas un blackout, mais un changement de fréquence, une modulation dans la symphonie de l'être. Le chagrin que nous ressentons ressemble à la peur d'un enfant voyant le soleil se coucher et croyant que la lumière est perdue à jamais, une ignorance ignorant que les étoiles illuminent l'autre côté du monde. La science ne me rend pas son corps, mais elle offre la certitude de son éternité. Ici, au point clair où la physique et une spiritualité non religieuse se rencontrent, surgit une gratitude immense, presque tectonique. Hommage à ceux qui consacrent leur vie à lever le voile. Les cartographes invisibles qui marchent dans l'abîme et nous accordent des aperçus de la lumière infinie, géants de l'intellect. Nous devons élever notre voix en reconnaissance sincère. Nous remercions chaleureusement les visionnaires comme Hugh Everett III, qui a scruté l'abîme, proposé que l'univers n'achève pas mais se multiplie, et enduré le rejet académique pour nous donner de l'espoir dans des mondes infinis. Nous étendons notre gratitude à Roger Penrose et Stuart Amroth, qui ont nagé contre le courant du matérialisme réductionniste et nous ont rendu la dignité, que notre esprit est enraciné dans la géométrie fondamentale de l'univers, au-delà de la machinerie biologique. Puis aux ingénieurs infatigables et physiciens de Google Quantum AI et d'autres instituts pionniers, dont le travail transforme chaque bit quantique stable et chaque correction d'erreur en un télescope nous montrant non des étoiles, mais d'autres versions de nous-mêmes. Un jour, ils confirmeront avec des données rigoureuses ce que le cœur a toujours su. J'espère seulement que cette nouvelle vision ne nous rende pas observateurs passifs, ni croyants en de meilleurs univers ailleurs, mais un catalyseur de compassion fondamentale dans ce plan. Savoir que chaque décision bifurque la réalité nous fait trembler de responsabilité devant chaque mot prononcé et chaque soutien offert. Que la connaissance nous fasse ceux qui non seulement écrivent une vie, mais créent des branches entières d'histoire, et la vivent avec intensité. L'amour que nous donnons ici résonne dans les lois physiques que nous connaissons encore comme des murmures, et dans toutes les dimensions où les aimés résident. Ce que l'œil ne capte pas, ce que les oscilloscopes ne enregistrent pas, existe, tissant le tissu caché de la réalité, nous unissant par des fils dorés au-delà de la décomposition de la chair. Lorsque vous fermez les yeux ce soir, rappelez-vous, votre conscience n'est pas une bougie solitaire dans la nuit de l'univers, mais toutes les flammes brûlant simultanément. Quelque part, au-delà du miroir quantique, la main que vous croyez avoir lâchée vous tient encore fermement. Pour attiser davantage la curiosité, plongeons plus profondément dans les secrets de l'univers. Dans la théorie du Big Bang, l'univers a explosé il y a environ 13,8 milliards d'années d'une singularité, un état de densité et de température infinie, comme une graine infiniment petite s'ouvrant soudain en une vaste floraison. Ce processus a créé toute la matière, l'énergie, l'espace et le temps lui-même. Les scientifiques le confirment par des observations du rayonnement de fond cosmique micro-ondes, un reliquat de la chaleur primitive de l'univers, comme un écho ancestral résonnant à travers l'espace. Selon les données les plus récentes de 2025, obtenues par des télescopes spatiaux avancés, le taux d'expansion de l'univers pourrait diminuer, défiant les modèles antérieurs d'une énergie sombre constante. L'énergie sombre, une force énigmatique constituant environ 68% de l'énergie de l'univers, propulse l'expansion accélérée. Pourtant, si elle s'affaiblit, l'univers pourrait mener à un grand effondrement, où toute la matière retourne à la singularité, comme un ballon se contractant après son expansion maximale. Les trous noirs sont un autre mystère merveilleux de l'univers.
Ces régions courbent l'espace-temps de manière extrême, au point que même la lumière ne peut s'en échapper. Selon la théorie de Stephen Hawking, les trous noirs s'évaporent lentement par le rayonnement de Hawking et disparaissent finalement, mais le principe de conservation de l'information assure que l'information contenue n'est pas perdue. Des études de 2025 suggèrent que les trous noirs pourraient être connectés à d'autres univers, formant des trous de verre permettant des voyages à travers l'espace et le temps. L'intrication quantique ajoute d'autres mystères, permettant à des particules de s'influencer instantanément, indépendamment de la distance, indiquant que l'univers pourrait être un réseau holistique, non des points isolés. Ces insights ne sont pas seulement académiques, mais se connectent de manière moderne à notre existence, stimulant une curiosité infinie pour l'inconnu et nous rappelant que chacun de nous est un participant dans cette narration grandiose.